Maman, soyons sérieux. Noël, c'est pour les jeunes. Cette phrase, je l'ai entendue comme on reçoit une décharge électrique. Elle est sortie de la bouche de mon fils, d'un ton si léger, si banal, qu'il n'avait même pas conscience de la violence qu'elle portait. Mais moi, elle m'a transpercé. Il était debout dans ma cuisine, les bras croisés, son manteau encore sur les épaules, prêt à repartir avant même d'être arrivé. Camille, sa femme, se tenait derrière lui, adossée au cadre de la porte, les lèvres pincées dans ce sourire poli qui ne cache rien. Son regard glissa sur ma nappe brodée, sur les petits gâteaux que j'avais préparés, sur les bougies allumées. Elle dit doucement, presque avec pitié, « Oui, Claire, il faut comprendre. On veut faire un Noël moderne, dynamique, sans lourdeur. Les traditions, c'est mignon, mais voilà, sans lourdeur. » Et j'étais évidemment la lourdeur. Je restais un moment immobile, une cuillère dans la main, plantée au milieu de ma propre cuisine, comme un meuble de plus. Le chocolat chaud fumait encore dans les tasses. La brioche était tiède. J'avais mis de la cannelle, parce que les enfants aiment ça. Enfin, je le croyais. J'essayais de sourire, ou du moins de ne pas trembler. « Vous ne venez pas, du tout? Même pas un dîner ?» demanda-je, la voix trop douce, trop fragile. Mon fils haussa les épaules. « On sera chez des amis. Tu sais, des gens de notre âge. Ce sera plus vivant, comme si ma présence tuait l'ambiance. » Il ajouta, l'air gêné. « Et puis, la maison. Enfin, tu vois, elle est un peu vieille, un peu sombre. Les enfants s'ennuient ici. Ils n'y sont plus habitués. » Je suivis son regard. Il fixait mon salon, mon sapin que j'avais décoré la veille avec mes mains tremblantes, mes guirlandes en bois, les boules que j'avais achetées quand il avait 6 ans, les anges de paille que sa petite sœur morte trop tôt avait fabriqués de ses doigts maladroits. Chaque objet était un souvenir, un morceau de vie, un morceau de moi, et eux, ils voyaient seulement une vieille maison. Camille fit un pas vers moi. Elle posa sa main sur mon bras, une main légère, mais froide comme un gant mouillé. « Ne le prends pas mal, surtout. Tu sais bien que tu peux venir un autre jour. Mais Noël, c'est pour ceux qui bougent, qui rient, qui font la fête. » Je me mordis la lèvre pour ne pas répondre, pour ne pas dire que j'avais attendu cette journée avec une impatience presque enfantine, que j'avais préparé le rôti toute la matinée, que j'avais mis la table avec soin, que j'avais ressorti les photos anciennes, pensant qu'on rirait, qu'on partagerait, qu'on se rappellerait. Je voulais leur offrir un peu de ce que j'avais été. Ils n'en voulaient pas. Mon fils consulta sa montre, signe clair qu'il comptait partir. « On repassera un de ces jours, d'accord? Mais pas pour Noël. » Tisasuitaliem. Et avant même que je puisse répondre, Camille ajouta, « Ah, et à propos, on voudrait parler de la maison de famille, un de ces jours. Juste réfléchir à l'avenir. Tu sais, elle pourrait avoir plus d'utilité. » Plus d'utilité. Ce mot m'écorcha. Il me regardait comme si j'étais une gardienne temporaire d'un bien qui ne m'appartenait déjà plus. Je les observais enfiler leurs manteaux, se dire qu'ils étaient en retard, puis sortir dans le froid, sans se retourner. J'entendis la portière claquer, puis le silence. Un silence immense, insoutenable. Je restais seule au milieu des décorations de Noël, des bougies, de ma nappe repassée, de mon cœur déposé sur chaque objet. Et je murmurais, « Noël n'est pas pour les vieux. » Apparemment, une bougie vacilla, une larme tomba. Puis une autre. Je n'étais pas seulement exclue du repas. J'étais exclue de ma propre famille. Et ce n'était que le début. Je m'assis sur la chaise près de la fenêtre. Je regardais les lumières de la rue, les voisins qui installaient des guirlandes, les enfants qui couraient en riant. Je me sentais vieille non pas à cause de mon âge, mais à cause du regard qu'ils avaient posé sur moi. Un regard qui disait « Tu es dépassée, tu seras toujours en trop, tu n'as plus ta place. » Un frisson glacé me traversa, une lucidité nouvelle, une douleur ancienne, mais qui se transformait peu à peu, dans un coin de ma poitrine, en quelque chose de plus fort. Un nœud, un fil, une traction intérieure. Je ne savais pas encore que ce fil allait m'emmener loin jusqu'à un notaire, jusqu'à des signatures, jusqu'à des révélations que personne n'avait anticipées. Mais ce soir-là, alors que je me tenais dans ma maison vieille et sombre, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas Noël qu'il me retirait. C'était ma place, et je n'allais pas me laisser effacer. Un déclic, froide, net. Je me levai,
Je soufflais les bougies, je rangeais les assiettes, et dans le silence retrouvé, je fis une promesse à moi-même. Ils avaient voulu un Noël sans moi. Ils allaient découvrir que l'avenir de ma maison ne leur appartenait pas. Avant que mon fils ne prononce cette phrase assassine, « Noël, c'est pour les jeunes », il y eut une autre vie. Une vie pleine, parfois rude, mais tissée de tendresse et de constance. Une vie où la maison de famille n'était pas un poids, ni un bien immobilier, ni une opportunité financière. Elle était notre refuge, notre fierté, notre ancrage. Je me surprends encore, certains soirs, à marcher dans ces pièces comme on traverse ses propres souvenirs. Chaque porte, chaque latte de parquet, chaque fissure du mur est une cicatrice d'un bonheur passé. Cette maison, je ne l'ai pas héritée. Je ne l'ai pas reçue d'un oncle généreux. Je l'ai construite avec Antoine pierre après pierre, facture après facture, renoncement après renoncement. Je me souviens encore du jour où il m'a parlé de l'idée. C'était un soir d'été. Nous étions jeunes et amoureux, assis sur une couverture dans un champ où les cigales chantaient. « Claire, un jour, j'aimerais qu'on ait une maison à nous. Pas grande, pas luxueuse, mais solide. Une maison où nos enfants pourront courir, tomber, se relever. » J'avais éclaté de rire. Un rire plein de jeunesse. Et on la paiera avec quoi? Avec le vent? Il avait serré ma main. Avec nous. Avec notre travail. Ce sera long, mais ce sera nous. Et il avait eu raison. Pendant 5 ans, nous avions économisé chaque franc. J'avais repris des travaux de couture le soir, même quand mes doigts me faisaient mal. Antoine avait accepté des heures supplémentaires à l'atelier. Nous n'allions presque jamais au restaurant. Nos vacances se faisaient chez ma sœur, à l'étroit dans une petite chambre, mais toujours en riant. Quand nous avons enfin signé l'acte d'achat, je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement assise au sol du salon vide et j'ai posé mes mains sur les lattes froides. Je me souviens avoir murmuré « Nous sommes chez nous, Antoine. Chez nous. » Nainty. La maison n'était pas parfaite. Elle avait une toiture capricieuse, des fenêtres qui grinçaient, une odeur persistante de bois ancien. Mais nous l'aimions, et elle nous aimait en retour. Lorsque Hugo est né, Antoine courait dans les pièces en riant, tenant notre fils au-dessus de sa tête comme un trophée vivant. « Tu vois, mon grand? C'est ici que tu vas grandir. » Je cousais des rideaux fleuris, j'accrochais des photos, je peignais les murs dans des couleurs que j'aimais. Cette maison, je ne la décorais pas, je l'élevais. Et les Noëls? Ah, les Noëls. Le premier, nous n'avions qu'une petite guirlande et un sapin tordu, mais la joie débordait. Le second, Hugo avait 2 ans et se cachait derrière le canapé pour manger des papillotes en cachette. Les années suivantes, j'avais inventé des traditions. La brioche du matin, la lecture du conte près du feu, la décoration de l'escalier avec des rubans rouges. Et lorsque j'ai perdu ma fille, ma petite Marie, c'est dans cette maison que j'ai pleuré jusqu'à m'endormir dans les bras d'Antoine. Cette maison a absorbé mes chagrins avec la même fidélité qu'elle avait accueilli mes rires. Quand Antoine est tombé malade, j'ai cru que les murs allaient s'écrouler. Mais non, il tenait. Il vibrait encore lorsqu'il toussait. Il résonnait encore de sa voix. Il sentait encore sa présence. Le soir où il est parti, j'ai ouvert toutes les fenêtres, malgré le froid. Je voulais que son dernier souffle se mélange à l'air de cette maison, qu'il ne s'en aille pas ailleurs, qu'il reste là, avec nous. Pendant des mois, j'ai erré comme une âme en peine. Puis le temps, lentement, m'a ramené à la surface. La maison m'a sauvée. Elle m'a enveloppée, protégée, nourrie comme une mère veille sur son enfant. C'est pourquoi, lorsque j'ai entendu mon fils dire que Noël c'est pour les jeunes, j'ai ressenti une brûlure que je ne pouvais expliquer qu'ainsi. Ils n'insultaient pas seulement une fête, ils insultaient une vie entière. La construction d'un foyer, la mémoire d'Antoine, mes sacrifices. Et lorsque Camille glissa presque innocemment, « On voudrait parler de la maison. Un de ces jours, elle pourrait avoir plus d'utilité. » J'ai compris. Il ne voyait plus un foyer. Il voyait un bien, un actif, un potentiel futur héritage. Un objet. Il voulait se projeter dans ma maison, sans moi, comme si j'étais déjà un fantôme. Je n'étais plus la mère, j'étais la propriétaire d'un patrimoine convoité. Cette prise de conscience me frappa de plein fouet. Et dans ce choc, quelque chose s'est réveillé en moi. Quelque chose que le deuil, la fatigue, la vieillesse avaient couvert d'un voile. Une force ancienne, une dignité intacte, un instinct de survie. Je ne savais pas encore comment, je ne savais pas encore quand, mais je sentais déjà que je n'allais pas me laisser déposséder. Ni de ma fête, ni de ma maison, ni de ma vie. On croit toujours que les relations se brisent dans les cris, les disputes franches, les ruptures soudaines.
Mais ce n'est jamais ainsi que les familles se défont. Elles se fissurent par petites touches, par 1000 détails minuscules, presque imperceptibles, jusqu'au jour où la lumière s'éteint pour de bon. Avec mon fils et Camille, les premiers signes étaient là depuis longtemps. Je ne les ai simplement pas vus, ou plutôt, je n'ai pas voulu les voir. Le premier éclat s'est produit un printemps, lors d'un déjeuner dominical. Je m'en souviens parfaitement. J'avais préparé un gratin dauphinois, celui qu'Antoine adorait, celui que mon fils réclamait quand il avait 15 ans. Je l'avais laissé dorer lentement, comme autrefois, avec cette petite couche de crème qui craquait sous la cuillère. Je l'ai posé sur la table, tout fier. Camille l'a regardé, a esquissé un sourire crispé, puis a dit « Oh, c'est très traditionnel. Mais tu sais, on fait attention au lactose maintenant. » Un silence embarrassé avait suivi. J'ai senti mes joues chauffer, comme une petite fille prise en faute. Le plat était resté presque intact. Ils avaient préféré une salade préparée vite fait dans un saladier trop design pour être sincère. Je m'étais dit, ce n'est pas grave. Ils ont leurs habitudes. Le monde change. Mais ce n'était pas l'alimentation. C'était la place qu'on me retirait doucement. Quelques semaines plus tard, alors que je proposais de garder les enfants un samedi, Camille avait répondu « Oh, c'est gentil. Mais ils s'ennuient ici. Ils préfèrent être dans un endroit animé. Un endroit animé. Donc pas ma maison. Pas moi. » Je m'étais forcée à sourire. Je m'étais dit que j'étais trop sensible. Mais le doute s'était installé. Puis il y eut les photos. Un soir, lors d'un repas chez eux, j'avais remarqué un mur entier de cadres, leur mur des souvenirs, comme ils disaient. Des photos de vacances, d'anniversaires, de sorties, de moments quotidiens. J'ai parcouru les cadres du regard. Pas une seule photo de moi. Pas une seule. Même pas celle où j'étais en arrière-plan, floue, penchée pour ramasser un jouet. Même pas celle de mes Noëls d'autrefois, quand Hugo avait 5 ans et qu'il riait dans mes bras près du sapin. Tout avait été soigneusement choisi pour composer une famille parfaite, où je n'existais pas. J'ai senti une petite douleur dans ma poitrine. Une douleur sourde, qui n'éclate pas mais s'installe. « Oh, on n'a pas fini de remplir le mur », avait lancé Camille en voyant mon regard. « On ajoutera peut-être d'autres photos plus tard. » Plus tard. Toujours plus tard. Jamais maintenant. Il y eut aussi ces cadeaux que je faisais avec tant d'amour, tricot, confiture maison, petits objets trouvés au marché et qui semblaient disparaître dans un tiroir invisible aussitôt que je passais la porte. Une fois, j'ai surpris Camille glissant discrètement l'un de mes pots de confiture dans un sac destiné au compost. « Oh, il était trop sucré », avait-elle dit avec un sourire. C'était une confiture que j'avais faite avec des fruits du jardin. Le jardin qu'Antoine avait cultivé jusqu'à la veille de sa mort. Je me suis tue. Encore. Toujours. Un jour, alors qu'il venait me rendre visite, Camille a ouvert une fenêtre en grand, comme si l'air même de ma maison l'étouffait. Il faudrait aérer plus souvent. Ça sent un peu l'ancien. L'ancien. Un mot qui tue. Mon fils n'a rien dit. Il a simplement regardé ses chaussures. À cet instant, j'ai compris que mon âge devenait un défaut. Mon passé, un poids. Mes efforts, une poussière qu'on balait. Moi, qui avais été leur pilier pendant tant d'années, je devenais peu à peu un meuble abîmé qu'on déplace pour faire plus moderne. Le pire, ce fut un soir où j'ai demandé à venir les voir pour l'anniversaire de mon petit-fils. J'avais préparé un petit avion en bois, comme Hugo fabriquait avec son père autrefois. Camille m'a répondu par message. « On va faire un goûter entre enfants seulement. C'est plus simple. Merci de comprendre. » Plus simple. Le petit avion est resté sur ma table de cuisine pendant des semaines. Je le tournais entre mes doigts sans parvenir à le ranger. Je percevais alors ce qui se jouait. Une mise à distance, polie mais implacable. Une exclusion progressive, mais bien réelle. Un effacement méthodique, presque invisible au début, mais qui, avec le temps, devenait impossible à ignorer. Je passais mes soirées dans ma maison vide, à contempler les murs chargés d'histoire. Je me disais que j'exagérais, que c'était la vie, que les jeunes avaient d'autres priorités. Mais un soir, en rangeant le grenier, j'ai retrouvé un vieux cadre. Une photo de mon fils enfant, tenant fièrement la main d'Antoine, devant cette même maison. Et là, dans le silence du grenier, j'ai compris. Ce qui me faisait souffrir n'était pas seulement la distance. C'était la manière dont ils regardaient désormais ce lieu, qui avait été notre sanctuaire commun. Pour eux, je devenais une antiquité. Et la maison devenait un objet à récupérer, à vendre, à optimiser, à transformer en quelque chose qui n'avait plus rien de nous. Je me suis assise sur une vieille malle, le cadre entre les mains.
Une douleur est montée. Puis un autre sentiment, plus étrange, plus puissant, une lucidité brûlante. Je n'étais pas seulement mise de côté. J'étais déjà remplacée. Et c'est à cet instant que j'ai senti naître en moi la première étincelle. Une étincelle minuscule, mais définitive. Un fil se tendait. Un fil de survie, de dignité, de résistance. Je ne savais pas encore que ce fil allait me conduire vers un notaire, vers des décisions radicales, vers des révélations qui feraient l'effet d'une bombe. Mais ce soir-là, en tenant la photo de mon fils enfant, quelque chose en moi murmura « Il pense que je vais disparaître en silence. » Il se trompe. La veille du fameux Noël pour les jeunes, j'ai vécu la scène qui a tout fait basculer. La scène qui a, pour la première fois, transformé ma tristesse en quelque chose de plus solide. Quelque chose de froid, de clair, de déterminé. Ce n'est jamais un drame spectaculaire qui brise vraiment une femme comme moi. Non, c'est un geste minuscule, mais tellement révélateur qu'il met le cœur à nu. Ce jour-là, mon fils m'avait demandé d'une voix presque mécanique de lui prêter les clés de la maison pour faire un tour. Il voulait, disait-il, vérifier certaines petites choses avant l'hiver. Je n'avais rien soupçonné. Je n'ai jamais été méfiante. Peu. Être trop confiante. Peu. Être trop mère. Je lui ai donné les clés, comme je l'ai toujours fait. Fais attention au loquet du grenier, il accroche un peu, lui avais-je dit en souriant. Il avait hoché la tête, et il était parti. Ce que je ne savais pas, c'est que Camille était dans la voiture, moteur allumé, téléphone à la main. Ils n'étaient pas venus faire un tour. Ils étaient venus faire un repérage. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, en allant chercher des décorations dans le grenier, que j'ai compris ce qui se jouait. Je montais lentement l'escalier, la main sur la rampe. Quand j'ai poussé la porte, un petit courant d'air a fait frissonner les vieux cartons. J'ai allumé la lumière. Et là, j'ai vu que quelqu'un avait fouillé. Les boîtes n'étaient plus empilées, comme je les avais laissées. La malle où je rangeais les albums photos avait été déplacée. La caisse des papiers administratifs était entr'ouverte. Mon cœur s'est serré. J'ai avancé, lentement. J'ai posé ma main sur le couvercle d'un vieux coffre en bois, celui où Antoine gardait les documents importants. Assurance, facture de travaux, devis de toiture et l'acte de propriété. Le cadenas ne fermait plus correctement. Quelqu'un avait forcé, sans casser, mais assez pour passer une main. J'ai senti un vertige, un froid, une certitude brutale. Ils avaient cherché quelque chose de précis. J'ai ouvert la caisse des papiers administratifs. J'ai fouillé lentement, en retenant ma respiration, et j'ai vu ce qui manquait. Un dossier beige, épais, que j'avais soigneusement rangé après le décès d'Antoine, le dossier contenant notre acte de propriété original, les factures de rénovation, la donation-partage que nous avions préparée mais jamais signée, et une lettre du notaire de l'époque. Le dossier n'était plus là. Je suis restée un moment immobile, le regard collé à l'espace vide. Mes doigts tremblaient légèrement. Camille, je l'ai senti comme un souffle derrière moi. Sa manière de parler de la maison qui pourrait avoir plus d'utilité. Son sourire trop poli. Son regard qui traînait toujours un peu trop longtemps sur les murs. Le puzzle se mettait en place. Ils n'étaient pas venus vérifier des petites choses. Ils étaient venus vérifier si j'étais prévoyante, s'ils pouvaient manipuler les papiers, s'il existait un document qu'ils pouvaient utiliser, ou falsifier, ou contester. Pour eux, la maison n'était plus mon refuge. Elle était déjà un actif futur. Un potentiel bien familial. Sans moi dans l'équation, je suis restée agenouillée au milieu des cartons, le cœur battant. Un mélange d'incompréhension, de douleur, de colère sourde montait en moi. Je pensais à Antoine, à la manière dont il m'avait confié avant de partir. Protège-la, Claire, protège la maison. C'est ce qu'on laisse à ceux qu'on aime. Il n'aurait jamais imaginé que ceux qu'il aimait voudraient un jour me l'arracher. Je sentais mes yeux piquer, mais je ne pleurais pas. Pas encore. J'étais trop occupée à réfléchir. S'ils avaient volé le dossier, ce n'était pas pour le souvenir. C'était pour anticiper, préparer. Peu. Être pour consulter un conseiller, ou un agent immobilier, ou, pire encore, pour commencer à établir leur propre projet, sans me demander mon avis, sans même attendre ma mort. Les questions s'entrechoquaient dans ma tête. Voulait-il me pousser à vendre, à déménager, à entrer dans une résidence? Voulait-il préparer un futur partage? Ou, hypothèse plus cruelle encore, voulait-il s'assurer que je ne pourrais pas changer d'avis, pas modifier un testament? Je sentais mes mains devenir froides. Mon souffle court, puis un autre sentiment s'imposa.
Pas de la panique, pas de la tristesse. Non, une lucidité glaciale. Je me relevai lentement. Je redescendis les marches avec précaution. Je m'assis dans le fauteuil du salon. Je regardais longuement les flammes de la cheminée. Puis je prononçai, à mi-voix, « Ils veulent jouer avec les papiers. Très bien, jouons. » Et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de la force. Une force ancienne, calme, méthodique. La maison, ma maison, ils ne l'auraient pas. Pas comme ça, pas par ruse, pas par effacement, pas en faisant de moi un simple obstacle administratif. Ils avaient franchi une ligne, et ils allaient découvrir que je n'étais pas aussi fragile qu'ils le croyaient. Ce soir-là, j'ai ouvert un tiroir. J'ai sorti mon carnet à couverture bleue, celui où j'écrivais autrefois mes listes de courses. J'ai tourné la première page, et j'ai inscrit un mot, notaire, puis un deuxième, rendez-vous, puis un troisième, dignité. Mon geste était simple, presque banal, mais il portait une promesse. Je n'allais plus subir, je n'allais plus me taire, je n'allais plus attendre qu'ils prennent ce qui m'appartient. Je venais de décider de me battre, à ma manière, en silence, mais avec précision. Et rien, plus rien, ne serait comme avant. Les jours qui suivirent furent étranges, silencieux, suspendus, presque irréels, comme si la maison elle-même retenait son souffle avec moi. La découverte du dossier disparu avait ouvert en moi une brèche, un mélange de douleur, de lucidité, et je n'aurais jamais cru pouvoir le dire à mon âge, un instinct de survie. Je n'étais plus seulement triste, j'étais éveillée, mais cette lucidité, au début, m'empêcha de dormir. La première nuit, je me suis retournée dans mon lit pendant des heures. Le vent frappait doucement contre les volets. Je fixais le plafond, les mains croisées sur ma poitrine, comme une femme qui attend quelque chose ou quelqu'un. Les visages de mon fils et de Camille défilaient dans mon esprit. Leurs sourires polis, leurs phrases enveloppées de douceur toxique, leur manière de regarder ma maison, comme s'ils en étaient déjà propriétaires. Je me demandais comment nous en étions arrivés là. J'ai essayé de me rappeler les moments agréables, sa naissance, ses premiers pas dans le couloir, ses cahiers d'école posés sur la table, les soirées d'hiver où il s'endormait contre moi près du poêle. Mais une phrase revenait, insidieuse. « Noël, c'est pour les jeunes. » Non, ce n'était pas la phrase en elle-même qui blessait. C'était tout ce qu'elle sous-entendait. Elle disait « Tu n'es plus au centre ». Elle disait « Tu gênes ». Elle disait « Ta maison nous fait envie, mais toi, moins ». Je sentais mes tempes pulser. Je n'ai pas fermé l'œil. La deuxième nuit fut pire. Je me suis levée, incapable de rester dans mon lit, et j'ai descendu les marches dans la pénombre. Le salon était glacé. J'ai mis un châle sur mes épaules et je me suis assise près de la fenêtre. La rue était silencieuse. Une fine pluie tombait, presque invisible. Les lumières des voisins scintillaient encore. Certains préparaient déjà Noël. Et moi j'essayais de comprendre à quel moment j'avais cessé d'être maman pour devenir une barrière à franchir. Je me suis mise à parler toute seule, ça arrive, quand on vit longtemps seule. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté? Le silence me répondit. Pas un silence hostile, un silence clair, honnête, celui qui naît quand la vérité veut sortir. Et la vérité, la mienne, se forma peu à peu. Je les avais trop habitués à ma gentillesse, trop habitués à ma disponibilité, trop habitués à mon silence. J'avais été une mère qui donne tout, qui ne réclame rien, qui s'efface pour que les autres brillent. Mais on oublie vite ce qui ne fait pas de bruit. Et un jour, on le piétine. J'ai senti une larme rouler sur ma joue. Pas une larme de douleur, une larme de lucidité. Il croit que je vais me laisser faire. Parce que je suis vieille. Je me suis redressée. J'ai essuyé ma joue. Et j'ai murmuré, presque comme un serment. Ils vont apprendre qui je suis encore. La troisième nuit, je n'ai pas essayé de dormir. J'ai allumé la lampe de la salle à manger. J'ai sorti mon carnet bleu, celui où j'avais écrit « Notaire ». Je l'ai posé devant moi comme un dossier d'instruction. J'ai pris un stylo, j'ai respiré profondément, puis j'ai écrit, en lettres lentes et assurées. 1. Comprendre ce qu'ils ont pris. 2. Protéger la maison. 3. Voir un professionnel. 4. Agir en silence. J'avais le cœur battant, comme une femme qui prépare quelque chose d'important, de sérieux, de définitif. J'ai ouvert tous les tiroirs administratifs. J'ai vérifié chaque facture, chaque copie de document, chaque relevé d'impôt, chaque garantie, chaque contrat d'assurance. Je voulais comprendre ce qu'ils avaient cherché et ce qu'ils espéraient trouver.
Je me suis rendu compte qu'il manquait aussi une photocopie du diagnostic énergétique, un document anodin, mais utile pour une mise en vente. Ils avaient pensé à tout, sauf à moi. Cette constatation me fit sourire. Un sourire que je ne connaissais pas, un sourire de résistance. Le matin suivant, j'ai pris une décision que je n'avais encore jamais prise de ma vie. Appeler un notaire, sans en parler à mon fils. Je me suis installée au bout de la table, le téléphone à la main, les doigts crispés. J'entendais mon propre cœur dans mes oreilles. J'ai composé le numéro du cabinet que mon amie Edith m'avait recommandé. Une voix douce a répondu. Cabinet de Maître Lenoir, bonjour. J'ai avalé ma salive. Bonjour, je m'appelle Claire Morel. J'aurais besoin d'un rendez-vous pour des renseignements concernant ma maison. La secrétaire fut polie, chaleureuse. Elle me proposa un rendez-vous 3 jours plus tard. En raccrochant, j'ai ressenti une forme d'apaisement. Un apaisement nouveau, presque puissant. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais posé une limite. Et surtout, je n'avais rien dit à personne. Mon silence devenait un choix, une force, une stratégie. Les nuits suivantes furent encore agitées, mais d'une agitation différente. Ce n'était plus la douleur qui me tenait éveillée. C'était la préparation, l'élaboration, la reconstruction intérieure. J'imaginais les questions du notaire. Je rassemblais les documents restants. Je notais les dates, les faits, les remarques entendues, les petits signes, les phrases blessantes. Mon carnet bleu se remplissait, page après page, ligne après ligne. J'y inscrivais ma vie. Et ma décision, j'y inscrivais aussi quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis la mort d'Antoine. Du courage. C'est dans ces nuits-là, ces nuits d'insomnie lucide, que je suis redevenue une femme debout. Une femme prête. Prête à affronter son propre enfant. Prête à dire non. Prête à protéger ce qui lui reste. Prête à choisir sa dignité plutôt que son silence. Et sans le savoir encore, j'étais prête pour la suite. Prête pour le notaire. Prête pour la confrontation. Prête pour la justice. Le rendez-vous chez le notaire approchait, et plus la date se rapprochait, plus je me sentais changer. Il y avait en moi quelque chose de nouveau, ou plutôt, quelque chose d'ancien qui revenait. Une forme de droiture, de lucidité, de sang-froid qui me rappelait la femme que j'avais été avant les deuils, avant la fatigue, avant la solitude. 3 jours après mon appel, je suis sortie de la maison au petit matin, le dossier de documents sous le bras, mon châle bleu autour des épaules. Je marchais lentement, mais avec une détermination que je n'avais plus ressentie depuis la mort d'Antoine. Je n'avais rien dit à Hugo. Je n'avais rien dit à Camille. Je n'avais rien laissé transparaître. Je leur avais même envoyé un message la veille. J'espère que les préparatifs de Noël se passent bien. J'ai hâte de vous revoir. Bisous. Leur réponse avait été courte, presque sèche. Mais cela ne m'avait plus touchée. Je savais désormais où j'allais. Et pourquoi. Le cabinet de Maître Lenoir se trouvait dans une petite rue élégante, à 2 pas du parc. Une plaque dorée brillait au soleil d'hiver. J'ai poussé la porte, le cœur battant mais l'esprit clair. La secrétaire m'a accueilli avec un sourire bienveillant. « Bonjour, Madame Morel. Maître va vous recevoir. Vous pouvez patienter dans la salle d'attente. » Je me suis assise, le dossier serré contre moi. J'observais les tableaux, les étagères, les plantes vertes impeccables. C'était un lieu de décision lourde, de vérité froide, de signature qui change des vies. Quand la porte du bureau s'est ouverte, un homme d'une 50aine d'années, lunettes fines, regard doux mais perçant, s'est avancé. « Madame Morel ? Entrez, je vous en prie. » Je suis entrée. Il m'a invité à m'asseoir. « Alors, que puis-je faire pour vous ?»« Exive, envez gomme. » J'ai respiré profondément. Puis j'ai commencé. Mais je ne lui ai pas parlé immédiatement de la douleur, de l'humiliation, des petites phrases qui tuent. Non, je lui ai parlé de faits, de documents disparus, de fouilles dans mon grenier, des remarques sur l'avenir de la maison, des changements de comportement. Plus je parlais, plus je voyais son regard devenir attentif, grave. Il prenait des notes, hochait la tête. « Et cette maison, elle est à votre seul nom ?» demanda-t-il. « Oui, Antoine me l'a laissée entièrement. » « Et vous n'avez signé aucune procuration? Aucun mandat? Aucun début de donation? Aucun. Jamais. Je n'ai rien donné, rien signé. Jamais. » Il posa son stylo, s'appuya contre son fauteuil. « Madame Morel, permettez-moi d'être direct. Vous êtes parfaitement dans votre droit. Et si quelqu'un dans votre entourage a pris des documents, c'est non seulement grave, mais potentiellement illégal. Is disseging sign.
Je sentis mes épaules se raidir. Un mélange d'effroi et de soulagement. « Vous voulez protéger votre maison ?» dit-il. Je levai les yeux vers lui. « Oui. Je veux la protéger. De mes propres enfants. » Il hocha la tête, sans jugement. « Alors nous allons faire 3 choses. » Il leva 3 doigts. Premièrement, établir un inventaire complet de vos biens et de vos documents manquants. Deuxièmement, rédiger une déclaration de possession et d'intention, qui sera consignée légalement. Troisièmement, mettre en place une clause notariale pour empêcher toute action sur votre maison sans votre accord explicite. Je restais bouche bée. « C'est possible, ça ?» Il sourit légèrement. « Non seulement c'est possible, Madame Morel, mais c'est conseillé. Vous devez reprendre le contrôle. Et vous allez le faire de manière élégante, par la loi. » J'ai senti une chaleur étrange me parcourir. Une chaleur faite de fierté et de soulagement. Nous avons travaillé ensemble pendant près de 2 heures. Il a relu mes documents, a vérifié les dates, a posé des questions précises. À la fin, il m'a tendu un dossier. Voici les premières mesures. Je vous propose également d'ajouter quelque chose, si vous le souhaitez. Quoi donc? Un testament, révisé, clair, intouchable, et surtout, confidentiel. Je suis restée silencieuse un instant. Je pensais à Hugo enfant, à Camille jeune mariée, à tous les Noëls passés, à la voix d'Antoine qui me disait de protéger la maison. « Oui, maître, je veux le faire. » Il sourit. « Très bien. Nous rédigerons ensemble une version protégée. Et si vous voulez, vous pouvez, pour le moment, exclure certaines personnes. Rien ne vous empêche de changer plus tard. » Je savais exactement ce que cela voulait dire. Et pour qui? Une part de moi en souffrait. Une autre s'en libérait. En sortant du cabinet, l'air froid me frappa le visage, mais j'avais chaud. Une chaleur intérieure, semblable à une colonne de feu. Je marchais lentement, mon dossier sous le bras. Je pensais à la suite, à la stratégie, à ce masque de docilité que j'allais devoir conserver. Je savais qu'il ne fallait rien laisser paraître. Pas encore. Alors, le soir même, j'ai envoyé à mon fils un message. « Comment vont les enfants? Besoin d'aide pour Noël? Je peux passer si vous voulez. » J'ai même ajouté un petit emoji, une maladresse qui les rassurerait. Ils m'ont répondu 2 heures plus tard. « On est débordé, on verra. » Peu importe. J'avais un rendez-vous plus important désormais. Avec moi-même, avec ma dignité retrouvée, avec tout ce que j'allais reconstruire après. Je me suis assise dans mon salon. J'ai ouvert mon carnet bleu et j'ai ajouté une dernière ligne. Le silence est mon arme. La loi, mon allié. Le piège commençait à se refermer. Et il ne voyait rien. Le plan n'avait rien de spectaculaire. Il n'y avait ni cri, ni porte qui claque, ni dispute théâtrale. Non, le piège que je préparais depuis des semaines était silencieux, précis, parfaitement légal, et surtout, il n'avait rien vu venir. Tout a commencé le matin du 23 décembre. J'étais en train de préparer un thé quand mon téléphone a vibré. Un message d'Hugo. « On passe prendre les enfants chez toi demain matin. On part tôt. On laissera la voiture dans ton allée si ça ne te dérange pas. » La voiture, leur fameuse voiture familiale. Leur fierté, leurs petits bijoux financés à crédit, lavés 3 fois par semaine, photographiés sous tous les angles. Ils voulaient la garer chez moi, comme d'habitude, pour éviter les stationnements payants du centre-ville. J'ai senti une étrange ironie. Ils continuaient à utiliser ma maison comme un terrain neutre, comme un espace à leur convenance, mais plus comme un foyer. Et surtout, ils ignoraient encore l'essentiel. Le notaire venait de finaliser les papiers. La maison était désormais placée sous protection notariale totale. Et mon testament? Réécrit? Je répondis simplement. Pas de problème. Bonne route demain. Le calme avant la tempête. Le lendemain matin, ils arrivèrent à 8 heures. Le froid mordait l'air. Je les observais par la fenêtre. Camille sortit de la voiture en premier, tirant les enfants par la main, pressée comme si ma présence lui brûlait la peau. Je suis sortie pour les saluer, polie, souriante, comme toujours. Merci maman. C'est juste pour une semaine. Tu sais, on ne pouvait pas laisser la voiture dans la rue, dit Hugo. Je hochai la tête. Bien sûr, comme d'habitude. Camille ajouta. Et comme ça, tu gardes un œil dessus. On préfère. Je souris intérieurement. S'ils savaient, ils déposèrent les clefs dans mon paume, ce geste si banal, si automatique. J'aurais pu le faire les yeux fermés. Ils ne se doutaient pas que ce serait la dernière fois. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que tout a basculé. J'étais dans mon salon quand j'ai entendu des coups violents à la porte. J'ai ouvert. Camille.
hystérique, rouge de colère, de panique, d'incompréhension. « Claire, ouvre, c'est quoi ce papier ?» Elle brandissait une enveloppe blanche qu'elle agitait comme une arme. Derrière elle, Hugo avait l'air pâle, choqué. Je compris immédiatement. Ils avaient reçu la lettre du notaire. Le notaire avait envoyé un courrier recommandé, une mise à jour officielle du statut de ma maison et l'information que toute décision la concernant devait désormais passer par lui et moi seul. Aucune procuration, aucun acte anticipé, aucune vente possible, aucun partage. Et, en complément, une note indiquant que certains comportements de leur part vol de documents, intrusion dans un grenier sans autorisation, avaient été consignés légalement. Rien d'agressif, rien d'accusatoire, juste la loi. Et la loi est implacable. Il n'avait rien vu venir. « C'est quoi cette histoire de protection notariale ?» hurla Camille. « Qu'est-ce que tu as encore inventé ?» Je ne répondis pas. Je la regardais seulement. Calmement, elle continua, plus agressive. « Tu nous mets des bâtons dans les roues. Tu nous empêches d'avancer. Tu ne peux pas garder cette maison éternellement comme un mausolée. » Un mausolée. Le mot tomba dans l'air comme une pierre dans un puits. Mon cœur se raidit, mais je restais immobile. « Et ça ?» cria-t-elle en brandissant une autre feuille. « C'est quoi cette histoire de testament modifié? Pourquoi tu n'en as pas parlé à Hugo ?» Hugo, debout derrière elle, fixait le sol, incapable de soutenir mon regard. « Maman, tu as fait ça? Tu l'as vraiment fait ?» « C'est Terry. » Je répondis doucement. « Oui. » Un silence tomba, épais, insoluble. Ils attendaient des explications, des justifications, un cri, un effondrement. Mais je n'avais plus rien à justifier. Je m'approchai d'eux, lentement. Mes pas résonnaient dans l'allée. Je tendis la main. « Donne-moi la lettre. » Camille hésita, puis me la lança presque au visage. Je la pris avec calme. Je la repliai soigneusement. Puis je dis, d'une voix incroyablement douce, « Je n'ai rien fait contre vous. J'ai seulement protégé ce qui m'appartient, et que vous avez tenté de prendre, sans me le dire. » « Et this next quoi ?» Hugo leva enfin la tête. Son visage était bouleversé, non pas par la colère, mais par la honte. Il murmura, « Maman, on voulait juste anticiper. On voulait organiser l'avenir. On ne voulait pas te blesser. » Je souris tristement. « Alors pourquoi avez-vous volé les papiers ?» Sa gorge se noua. Il baissa les yeux. Camille, elle, s'énerva de plus belle. « On t'a laissé ta maison pendant des années. Tu pourrais au moins penser à nous maintenant. » Je la regardai longuement. Puis je prononçai la phrase qui mit fin à la scène. « Je pense à moi, Camille. » Pour la première fois depuis 40 ans. Silence. Leur plan s'écroulait. Tout ce qu'ils avaient élaboré, imaginé, calculé, s'était dissous en une seule signature notariale. Ils étaient venus exiger. Ils repartaient, dépossédés, et moi, je restais là, debout, paisible, silencieuse. Mon silence les étouffait plus que n'importe quel cri. Hugo fit un pas vers moi. « Maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Je répondis simplement, « Vivre, à ma manière, et protéger ce qui doit l'être. » Il savait que tout était terminé. Il savait que je ne reculerais plus. Il savait aussi que la maison, désormais, leur échapperait tant qu'ils ne sauraient pas me respecter. Le piège était refermé, et je n'avais eu besoin que d'une chose pour le déclencher. La loi et mon silence. Après la scène devant ma maison, une fissure nette s'est ouverte dans leur couple, une fissure que je n'avais ni souhaitée ni provoquée, mais que leurs propres actes avaient rendue inévitable. Je n'ai rien eu à faire, juste attendre et regarder, de loin, comme on observe une tempête qui s'abat sur un champ qu'on a déjà quitté. Ce soir-là, après être repartis en furie, Hugo et Camille ont dû avoir une discussion lourde, car dès le lendemain matin, j'ai reçu une série de messages incohérents. D'abord Camille, on ne comprend pas pourquoi tu fais ça. Tu choisis la maison au lieu de ton fils. C'est triste. Puis, 20 minutes plus tard, tu t'es laissé monter la tête par quelqu'un. On veut juste un héritage équitable. Tu n'es plus capable de gérer seul. Et enfin, on va réfléchir à la suite. On ne peut pas laisser la situation comme ça. Ces mots transpiraient la colère, la frustration et surtout la peur. La peur d'avoir perdu un contrôle qu'elle croyait assuré. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas ce qu'elle a écrit. C'est ce que Hugo n'a pas écrit. Silence total, pas un mot. Cela en disait bien plus long que tous les reproches de Camille. Le soir même, j'ai reçu un appel d'Edith, ma voisine. Sa voix était agitée,
comme si elle venait d'assister à quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. « Claire, tu vas me trouver indiscrète, mais je viens de passer devant chez Hugo. Ça allait très mal. J'ai entendu crier depuis la rue. Je fermais les yeux. Je n'étais ni heureuse ni triste. J'étais lucide. » Edith continua. « J'ai entendu ton nom. Et j'ai entendu document volé et testament. Claire, ils sont en train de se disputer à cause de ça. Aidem. » Je me suis assise dans mon fauteuil, calmement. « Ce n'est pas de ma faute, Edith. Ils ont fait des choix. Et maintenant, ils en vivent les conséquences. » Elle poussa un long soupir. « Eh bien, tu as été plus forte que je ne l'aurais cru. » Je souris doucement. « Non, Edith, je n'ai pas été forte. J'ai juste été réveillée. » Les jours suivants furent encore plus révélateurs. Chaque soir, ma boîte vocale se remplissait non pas de messages, mais de fragments d'une famille en train de se déchirer. Des pleurs, des reproches, des « tu ne m'avais pas dit que tu avais pris les dossiers », des « tu as tout fichu en l'air avec ta précipitation », des accusations entre Hugo et Camille, des éclats de voix des enfants qu'on envoyait dans leur chambre pendant que les adultes se dévoraient. On aurait dit un miroir brisé. Ils n'avaient plus besoin de moi pour leur apprendre quelque chose. La vérité se chargeait de faire son œuvre. Camille m'envoya finalement un message plus long, presque un monologue. « Je ne pensais pas que tu serais aussi radical. Hugo est furieux. Il dit que tout est de ma faute, que j'ai été trop pressante, que je t'ai manqué de respect, que j'ai touché à tes affaires. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas que de ma faute. Tu es si difficile parfois. Tu t'attaches à des trucs inutiles. Tu t'accroches à cette maison comme si c'était une personne. On essayait juste de penser à l'avenir. » Je relus son message 3 fois. Puis je répondis, succinctement, « Camille, je vous souhaite de trouver la paix. Mais je protégerai ma maison, quoi que vous en pensiez. Claire. » Ce fut ma seule réponse. Polie, froide, Claire. Après cela, elle ne m'a plus rien envoyé pendant 1 semaine. Hugo, lui, finit par m'appeler. Sa voix était différente, plus basse, plus lasse. « Maman, je crois qu'on s'est tous trompés. » Je restais silencieuse. Il continua. « Je ne savais pas que Camille avait pris les papiers. Elle m'a dit que c'était pour anticiper, pour m'aider. Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais juste que tu étais fatiguée, que tu aurais besoin d'aide pour gérer la maison. Plus tard, pas maintenant. Je suis désolée si ça t'a blessée. » Je respirais profondément. « Hugo, on ne prend pas des documents à quelqu'un pour l'aider. On ne parle pas de vendre sa maison sans lui. On ne décide pas de son avenir à sa place. » Il se tut un long moment. Puis il murmura, « Je crois que Camille ne comprend pas ce que cette maison représente. » Je serrai les doigts, parce que là, dans le tremblement de sa voix, je percevais une vérité plus profonde. Ce n'était pas seulement une question de maison. C'était une question de loyauté, de respect, d'amour. Et Hugo était pris au piège entre 2 forces. Celle d'un foyer qu'il avait construit avec Camille, et celle d'un passé qu'il tentait maladroitement d'effacer, mais qui revenait maintenant frapper à sa porte. Pendant ce temps, la famille élargie commença aussi à se diviser. On m'appela de partout. Une cousine me dit « Tu as bien fait, Claire. On n'est jamais assez prudent avec les héritages. » Un neveu me lança, mi-amusé, mi-admiratif. « Alors, Tata, tu as sorti l'artillerie lourde ?» Mais ce qui me toucha le plus, ce fut le message de ma petite nièce Juliette. « Je suis fière de toi. Les femmes de ta génération se taisaient trop. Tu leur montres qu'on a le droit de dire non. » Je restais longtemps devant ce message. Il disait une vérité que je n'avais jamais formulée. Je n'étais pas seulement en train de protéger une maison. J'étais en train de protéger ma place, mon histoire, ma dignité. Et pourtant, malgré le chaos, je restais étonnamment calme. Comme si la tempête ne m'appartenait plus. Comme si j'avais déjà quitté ce champ de bataille. Je marchais dans mon jardin. Je faisais du thé. Je lisais près du feu. Je triais mes affaires. Je vivais, simplement, tranquillement, pendant que, eux s'enfonçaient dans les disputes, les reproches, les justifications. Je n'étais plus au centre du conflit. J'en étais devenue l'observatrice silencieuse. Et, chose étrange, je ne me sentais plus coupable. Je ne me sentais plus responsable. Je ne me sentais plus faible. J'étais libre. La suite, pourtant, allait m'offrir une liberté encore plus grande. Une liberté que je n'avais jamais imaginée à mon âge. Car ce n'était pas seulement eux qui se déchiraient. C'était moi qui renaissais. On dit que la vie, à un certain âge,
ne fait plus que se rétrécir, qu'on perd, qu'on s'efface, qu'on s'éteint, mais c'est faux. Ou plutôt, ce n'est vrai que si on accepte de s'éteindre. Moi, j'avais décidé de faire l'inverse, m'élargir. L'affaire de la maison, la confrontation, les disputes, les messages, tout cela avait été une déchirure. Mais parfois, les déchirures ne détruisent pas, elles ouvrent. Je me souviens du matin où j'ai senti, pour la première fois depuis des années, une véritable légèreté. Il faisait froid, un froid sec, lumineux, qui rend l'air presque croquant. J'ai ouvert les volets. La maison semblait me regarder autrement. Elle n'était plus une prison de souvenirs, ni un champ de bataille silencieux. Elle était une peau qu'on quitte doucement, sans rancœur, mais avec lucidité. C'est ce matin-là que j'ai su. Je ne voulais pas mourir dans cette maison. Je voulais vivre encore un peu, ailleurs. Cela ne signifiait pas renoncer à elle, non. Je l'avais protégée, blindée, scellée. Elle ne serait jamais vendue, jamais volée, jamais détournée. Elle resterait mon legs, mon refuge, mon histoire. Mais moi, j'avais encore de l'espace en moi, de l'envie, un besoin presque vital d'air neuf. J'ai donc ouvert mon carnet bleu, celui qui m'avait accompagné dans ma bataille, et j'ai tourné une page blanche. J'ai écrit « Nouvelle vie ». Chercher un petit lieu, près de la mer, ou du moins du vent. Un lieu qui ne sente que l'avenir. Je n'aurais jamais pensé que ce simple geste marquerait le début d'un renouveau. Les jours suivants, j'ai consulté des annonces. Des studios, des petites maisons, des appartements lumineux. Je ne voulais pas grand-chose. Une pièce où la lumière entre sans qu'on la supplie, un balcon pour respirer, et un endroit où poser une petite table ronde. Et j'ai trouvé un appartement modeste mais splendide dans sa simplicité, à Royan, face à la mer. Un 2 pièces où chaque matin, la lumière s'invite naturellement. La propriétaire, une femme énergique, les yeux pétillants, m'a dit « Ce n'est pas grand, mais ça rend heureux ». Je lui ai répondu « Il n'en faut pas plus ». Et j'ai signé. Le jour de mon déménagement, j'ai eu peur. Oui, peur de quitter les murs qui avaient vu grandir mes enfants, les rires d'Antoine, les Noëls passés, les saisons qui tournent. Mais arrivé à Royan, face à l'océan, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Le vent sentait le sel. Des mouettes criaient au loin. Les vagues roulaient en cadence, régulière, comme un souffle ancien et bienveillant. Je me suis avancée sur la plage. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus triste. Je n'étais plus en attente. Je n'étais plus une mère blessée. J'étais Claire, une femme qui reprend sa vie en main. Très vite, j'ai rencontré des gens. Il y avait Jean, le voisin du dessus, un veuf discret qui m'a aidé à monter mes cartons. Il y avait Lina, une jeune maman artiste, qui débarquait parfois avec un panier de viennoiseries. Il y avait surtout Éléonore, une vieille dame élégante, aussi libre que le vent, qui m'a dit un jour « On croit que la vieillesse nous enlève tout, mais en réalité, elle nous rend enfin à nous-mêmes. » Je lui ai souri. Elle avait raison. Je me suis inscrite à un atelier de lecture, à un cours de marche, au bord de l'eau. Je me suis surprise à rire un rire franc, pas un rire poli. Je me faisais du thé en regardant les vagues. J'écrivais dans mon carnet bleu, non plus des stratégies ou des listes de défense, mais des pensées, des poèmes maladroits, des souvenirs que je voulais garder sans qu'ils m'écrasent. Je devenais une nouvelle version de moi-même. Avec le temps, Hugo revint timidement. Un message d'abord. « Maman, j'espère que tu vas bien. Les enfants veulent te voir. Ils parlent encore de ton chocolat chaud. On pourrait venir un week-end à Royan, si tu es d'accord. » J'ai regardé le message longtemps. Je ne ressentais plus la blessure vive d'autrefois, ni la colère, ni la vengeance. Juste une paix étrange. Et une certitude. Je n'étais plus en manque. Je n'étais plus dépendante de leur affection. J'étais complète. Je répondis « Vous êtes les bienvenus, quand vous voulez. Claire. Pas maman. Pas encore. Peut être un jour. Ou peut être jamais. » Mais j'avais arrêté de saigner. Un dimanche, alors que je marchais au bord de l'eau, j'ai pensé à Antoine. Je lui ai murmuré « Tu vois ?» J'ai continué. Et j'ai choisi la lumière. Le vent m'a caressé le visage. J'ai souri. J'étais debout, libre, vieille, peu, être, mais vivante. Et surtout, je ne regrettais rien. La maison était protégée. Ma dignité aussi. Mes choix m'appartenaient. Le reste n'était qu'écume. Je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert la fenêtre. Le bruit de la mer emplissait la pièce. J'ai écrit dans mon carnet bleu. Je pensais que j'avais tout perdu, mais c'est maintenant que je me retrouve. Et,
Pour la première fois depuis des années, j'ai eu la sensation profonde, intime, bouleversante, d'être exactement là où je devais être. La première chose que j'ai faite, ce matin-là, fut d'ouvrir les volets. Le soleil entrait doucement dans mon petit appartement de Royan, glissant sur les murs, s'accrochant aux rideaux, comme une main chaleureuse qui me disait « Tu as bien fait, continue ». Je suis restée un long moment à regarder la mer. Les vagues se succédaient avec une régularité presque méditative. Elles avançaient, se brisaient, reculaient, puis revenaient encore. Comme si la vie entière se résumait à ce mouvement. Venir, perdre, revenir autrement. J'avais perdu beaucoup, c'est vrai. Un mari, une fille, un certain regard de mon fils, une illusion tenace d'être nécessaire. Mais j'avais regagné quelque chose que je croyais définitivement enfoui. Un espace intérieur, un souffle, une liberté. Ce matin-là, j'ai compris que la retraite, la vieillesse, la solitude, ce n'était pas une fin. C'était parfois une renaissance déguisée. Je me suis préparé un café. Je l'ai bu debout, face à la fenêtre. Puis j'ai ouvert mon carnet bleu compagnon fidèle de mes batailles, de mes veilleuses, de mes réveils douloureux et de mes victoires silencieuses. Il ne restait qu'une page blanche. Je savais qu'il était temps d'écrire le dernier mot de cette histoire. Pas pour la clore, non, pour la déposer, pour pouvoir avancer. En fin de matinée, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Hugo, seul, pas Camille, pas les enfants, juste lui, avec ce visage que je ne lui avais pas vu depuis longtemps, un visage d'homme fatigué, ébranlé, mais revenu. Il resta quelques secondes sur le seuil, comme s'il n'osait pas entrer sans être invité. « Maman, je peux ?» Je hochai la tête et le laissai entrer. Il observa l'appartement, les murs clairs, la vue sur la mer. « C'est beau ici. Ça te ressemble ?» Je souris doucement. « Merci. Je me sens bien. In pace ne joue pas. » Il s'assit sur le petit canapé, les coudes sur les genoux, les mains jointes, puis il souffla. « Je crois que j'ai beaucoup de choses à te dire. » Je restais debout, face à lui. J'attendis. Je n'avais rien à forcer. « Camille ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle pense que tu nous as punis. Elle ne veut plus parler de la maison. Elle dit que tu as tout dramatisé. Mais, moi, je sais que ce n'est pas vrai. » Son regard se brisa légèrement. « Je t'ai blessé. Je crois que j'ai oublié qui tu étais. » Je sentis ma gorge se serrer. Pas de colère, pas de rancune, de reconnaissance plutôt, de clarté. « Ce n'est pas grave, Hugo. Tu t'es laissé entraîner. Mais tu peux te relever. Chacun le peut. » Il secoua la tête. « Je voudrais qu'on recommence, qu'on essaye, qu'on répare ce qui peut l'être. » Je m'assis à côté de lui, pas trop près, juste assez. Je posai ma main sur la sienne. « On peut toujours réparer, Hugo, mais pas en un jour, pas sans vérité, pas sans respect, pas sans temps. Je ne te ferme pas la porte, mais je ne me perds plus pour personne. » Il ferma les yeux, une larme glissa sur sa joue. « Je comprends, je crois que je comprends, enfin. » Je restais silencieuse. Un silence doux, pas un silence de reproche. Un silence qui laisse respirer. Quand il partit, il se retourna une dernière fois. « Maman, je suis fière de toi. Même si ça me fait mal, je suis fière de toi. » Je ne répondis pas. Je n'avais pas besoin. Après son départ, je suis allée marcher sur la plage. Le sable était froid sous mes pas, mais le soleil était chaud, presque tendre. Je respirais profondément. L'air marin me remplissait les poumons comme un baume. Je repensais à tout ce qui s'était passé. La phrase « Noël », c'est pour les jeunes. La fouille du grenier, la lettre du notaire, les disputes, les nuits blanches, la renaissance. Tout me semblait appartenir à une autre vie. Et pourtant, c'était la mienne. Une vie qui avait bifurqué. Une vie que j'avais osé reprendre. Et au milieu de cette plage infinie, j'ai compris que je n'avais rien à regretter. Ou plutôt, que mes regrets n'étaient plus des fardeaux, mais des leçons. Antoine m'avait dit un jour, « Claire, le courage ne fait pas de bruit. Il tient debout dans l'ombre. » J'avais enfin compris ce que ça voulait dire. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon carnet bleu. La dernière page attendait. Je pris mon stylo et j'écrivis, lentement, entièrement, la phrase qui clôturait mon histoire, mais qui ouvrait aussi toutes les suivantes. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je posais le stylo, je refermais le carnet, puis j'allais me faire un thé, le cœur calme, l'esprit clair, le regard tourné enfin vers l'avenir.